15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, actrice française connue pour avoir été pendant de nombreuses années une des commissaires de police les plus connues de France dans la peau de Julie Lescaut sur TF1. Depuis, elle excelle au théâtre avec la pièce Si on savait aux côtés de Daniel Russo pour laquelle elle était venue nous voir. Ouais. Véronique Jeunesse revient avec son comparse dans Révélation de Jean-Éric Biel, mise en scène Arnaud Lemort au théâtre de Passy. Un sacré moment à passer en famille. Un échange suivi avec mon coup de cœur à 16h05 à Vassverden, une émission bien évidemment en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Véronique Jeunesse. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. J'ai gardé un très bon souvenir de la dernière émission que nous avions faite ensemble. Oui. On avait passé un très bon moment et alors je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour découvrir de nouveau qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Mais tout d'abord, je vais vous demander, puisque c'est la nouvelle règle dans cette émission, 3 mots que vous pourriez donner pour vous définir, pour vous décrire. Positivisme. Rire et famille. Et famille, ça tombe bien parce que ça fait partie de l'actualité. Ces 3 mots, on va les retrouver dans un instant. Et alors, le début, toujours le début. Véronique Combouillot, dite Véronique Jeunesse. Vous êtes née un 26 juin à Meaux. Vous êtes la fille de Xavier et de Colette. Aujourd'hui, avec le recul que nous pouvons avoir sur la vie, tout à chacun, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Oh, j'ai eu une enfance jusqu'à 9 ans, belle et à la fois houleuse, parce que mes parents s'entendaient pas, se sont pas toujours entendus. Et en fait, la mort est venue mettre un grand coup de pied dans tout ça quand j'avais 9 ans et demi, en emportant mon papa, que j'avais pas vu depuis pas mal de temps. Donc en fait... C'est très compliqué d'avoir une vraie conscience à cet âge-là. On sent bien que des choses bougent, qu'on ne sait pas. Mais le manque vient après. Le manque vient quand on a la conscience de tout ça, vers 13 ans. Le manque de l'autre qu'on n'a pas assez connu. Donc les problèmes avec ma mère, des trucs de filles qui grandissent. Enfin bon, donc... et puis des reproches parce que j'ai eu un sentiment d'abandon énorme que j'ai pas tout de suite réglé et qu'après ma mère qui savait pas trop comment s'en sortir au lieu d'aller vers quelque chose de compréhensif a été vers quelque chose d'un peu straight mais bon finalement comme dit mon fils d'ailleurs aujourd'hui ce qui ne tue pas rend plus fort et tout ça a fait que finalement j'ai cherché dans moi-même les possibilités d'aller vers le bonheur parce que j'étais quelqu'un de tourné essentiellement vers le bonheur. Donc j'ai essayé de tout positiver, j'ai essayé de tout inverser, j'ai essayé de faire de chaque moment un moment le mieux, le plus génial. Donc je me suis toujours arrangée avec tout ce que j'avais et finalement, en résumé, je pense que j'ai eu une enfance heureuse. Et quand vous avez évolué en tant que petite fille, jeune femme, vous vous êtes raccrochée à quoi précisément ? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous vous êtes dit, voilà, c'est la porte de sortie. C'est cette chose qui peut... Toujours la comédie, toujours... Depuis toute petite, avec mon frère, où on avait un an d'écart, et Olivier, qui était un être très brillant, parce qu'il avait 2 ans d'avance à l'école, et on faisait beaucoup de choses ensemble, dont du théâtre de marionnettes quand on était tout petit, où on faisait payer les séances, on apprenait des poésies et des fables de La Fontaine par cœur qu'on remettait en scène. Après, on a monté une radio. Après, on n'arrêtait pas tous les deux dans la création. Lui voulait faire de l'opéra, moi je voulais être Mary Poppins. Enfin, je veux dire, on était tous les deux dans l'imaginaire total tout le temps. On jouait, on se déguisait en permanence. On était tout le temps dans l'imagination de plein de choses. Ce qui, peut-être, à l'époque, était plus facile parce qu'on avait la tête moins prise par plein de choses. Donc, on était dans un imaginaire fertile. On avait Zorro, quoi. On avait Belle et Sébastien. On n'avait pas grand-chose. C'était vos modèles. C'était nos modèles. Et ça m'a fait rire plus tard, quand j'ai fait Julie Lescaut, que plein de gamines viennent me voir en disant « On joue à Julie Lescaut. Ouais. Moi, je jouais à Thierry Lafronde, je jouais à Zorro. » Voilà. C'est joli ce que vous nous racontez, Véronique Jeunesse. À 14 ans, vous répétez avec la troupe du théâtre de la Table Ronde, créée par un garçon
de la classe, d'une classe de première. Vous vous rendez. Avocat, oui, il est devenu avocat, lui. Vous êtes resté en contact? Ah oui, j'ai revu à c'est beau. Strasbourg. Sa mère était avocate. C'était des gens très, très, très étranges par rapport ils étaient très particuliers, je dirais, cette famille un peu bohème et très, que j'adorais, moi, parce que j'adorais ça. Et donc, en fait, oui, on avait monté cette troupe, le théâtre de la Table Ronde, et il avait, sur le modèle de Grandeur et Décadence, on avait monté un Grandeur et Décadence de Monsieur Schumpeter, qui était un truc à la Brecht, mais dans la comédie, et on s'était énormément, et on voulait même aller en Avignon, et bien sûr, mes parents n'ont pas été d'accord, c'était évident. Vous vous rendez régulièrement au Conservatoire de musique de Strasbourg, où vous accompagnez la pianiste Elisabeth Sombart. Vous en profitez pour vous glisser dans les coulisses du Théâtre National pour observer les comédiens qui répétaient. À ce stade, vous avez envie d'être comédienne? Oui. Il y a quelque chose depuis toujours. J'étais toujours à l'école et je m'enfuyais, je séchais beaucoup. J'allais avec Elisabeth, je passais des week-ends même chez Elisabeth dès que j'ai eu 17, 18 ans. Je passais mes week-ends chez Elisabeth, en fait plutôt chez des copains musiciens à elle, complètement fous. Et c'était toute la semaine, c'était que de la musique, des répétitions, des rires. C'était assez extraordinaire. Et effectivement, à chaque fois que j'allais au conservatoire, j'avais connu, comme j'allais avec elle, je connaissais tous les méandres du conservatoire. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde dans les bistrots à côté, etc. Et je me suis fait beaucoup de copains. Jean-Paul Chambaz, c'était un peintre, mais on va dire Gérard de Sartre, Jean Badin, Jean Schmitt, toute la troupe à l'époque du TNS, qui était donc c'est Jean-Pierre Vincent qui était le directeur. J'ai vu monter le bal de Brecht, j'ai vu monter toutes les pièces de comment c'était, merde, comment ça s'appelait cette pièce? Je me rappelle plus, ça y est, les noms. Voilà, mais enfin bon, j'ai vu me côté beaucoup de choses et moi j'étais au fond de la salle et après j'étais un petit peu devenue la mascotte quand même du truc. Ce qui est assez fou, c'est que il y a un parcours qui va se dessiner, un parcours depuis toute petite jusqu'à maintenant, qui est très clair, mais à un moment donné, vous allez, et ça on le sait moins, passer un brevet d'esthéticienne et de maquillage avec le souhait de travailler dans le milieu du spectacle. D'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre d'y mettre un pied. Non, le souhait, c'était qu'on me foute la paix. C'était pas du tout de travailler de ça. C'était ça ma question. Est-ce que c'était l'envie aussi d'être très vite indépendante financièrement? Tout à coup, moi, à un moment, il a fallu que je me barre. Donc, j'ai dit stop. J'ai dit, moi, je veux être... voilà. Et j'ai cherché. Alors, j'ai fait, attendez, j'ai pas fait que ça. Hein. Alors, on savait pas trop. Donc, alors, j'ai des fait petits boulots, Palais des Arts. On m'a inscrit dans j'avais plus de 16 ans, on m'a inscrit dans une école d'hôtesse pour que je fasse hôtesse. Alors, hôtesse de n'importe quoi, je trouve ça tellement ridicule. J'ai jamais acheté l'uniforme. D'ailleurs, j'étais la seule qui avait pour acheter l'uniforme. Ça s'appelait l'école d'hôtesse Tenon. J'ai été le cancre de l'école parce que moi, j'avais qu'une envie. Ça me semblait tellement absurde. Et après, donc, mes parents voulaient pas que je fasse rien, et surtout pas, d'ailleurs, comédienne, que je me barre pour faire comédienne. À part si j'avais dit je passe au conservatoire. Mais bon, j'ai pas passé le conservatoire et je voulais me barrer. Et en fait, j'ai passé donc ce brevet d'esthéticienne en 1 an ou 2, je sais pas quoi. Enfin, c'était niveau brevet. Moi, j'étais déjà à niveau bac, donc c'était pas très sorcier, les règles de 3. Donc, c'est Elisabeth Sombart qui m'a servi de modèle pour les maquillages. On faisait tout ensemble, c'était drôle. Et puis voilà, puis je me barrais, et puis j'y allais pratiquement pas. Hein. C'est quoi, là, j'ai eu mon brevet, et puis là, tout à coup, j'ai Jean Haas, qui était à l'époque pas décorateur, mais il était graphiste, je crois, du TNS, qui me partait sur un film de René Ferré qui s'appelait La Communion solennelle, et je dis viens avec toi, je vais faire maquilleuse, voilà, assistante maquilleuse, n'importe quoi. Et puis quand je suis arrivée, j'ai fait maquilleuse, mais j'ai surtout fait des trucs à la déco avec Hilton McConico, et puis de la figuration, et puis je me suis imprégnée surtout. Oui, vous étiez la mascotte, c'est-à-dire que vous faisiez tout. Je voulais tout faire, je voulais tout voir, je voulais tout écouter, donc j'apprenais mon métier, quoi. Et il y a une rencontre déterminante, c'est Georges Moustaki. Alors oui, Jo, c'était encore autre chose. Oui, Jo, oui, c'est vrai que ça a été terminé dans le sens où il m'a foutu un grand coup de pied au derrière. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Jo, je l'avais rencontré avec des amis, parce que je commençais, moi, finalement, à rencontrer pas mal de gens du métier, parce que moi, je me glissais partout, donc je me démerdais pour être là où il fallait être, quand il fallait l'être. C'était assez simple, je les faisais rigoler, voilà.
Et en fait, un jour, c'était au Flore, je crois. Il y a Moustaki qui est arrivé avec des copains, etc. Et puis après, on a sympathisé. Je l'ai revu dans les Saint-Louis à des fêtes où on m'emmenait. Et puis, on est devenus très amis. Puis un jour, je partageais un appartement avec une copine, Valérie Mérès, qui voulait vivre sa grande histoire d'amour de l'époque. Donc, je suis partie. J'étais un petit peu à la rue. Et Jérôme m'a accueilli dans l'endroit. Enfin, il avait 3 étages où il logeait les musiciens, son secrétaire, et il restait la mezzanine de libre. Il m'a dit, t'as un lit là, si tu veux, tu dors. Et je suis fait partie de la maison. Donc, je suis devenue quelqu'un de la maison comme sa troupe. Et il m'a emmené partout. Et donc, du coup, j'avais mon billet. Et j'ai même été chanter à Fleury, mes registres, oui, je crois que c'était à Fleury, ouais, avec lui et Catherine Lara. Je l'accompagnais partout. C'était très drôle. Les premières fois à la télévision, c'est des publicités. On en a beaucoup parlé. Mais après, il y a le cinéma, le théâtre. Est-ce qu'il y a un premier rôle, un des premiers pas qui vous a marqué, outre Nana, puisqu'on en a beaucoup parlé? Ah oui, je me suis amusée beaucoup en faisant... Mais Nana, ça a été drôle parce que c'était dans le même temps que je faisais le casting pour un film de Francis Giraud, La banquière. Et en fait, j'avais passé le casting. C'était une histoire assez drôle. Ça, j'étais arrivée pour justement. Je venais de faire une pub il y avait pas longtemps, une pub pour Knorr ou je sais pas quoi, complètement rigolote et un peu insensée. Quand on la regarde aujourd'hui, c'est presque ridicule. Mais elles ont tellement marqué les publicités avec vous. Je sais pas quoi, là. C'était plutôt celle-là. Ou Knorr, non. Knorr. Une pub pour Knorr. Oui, c'était Ils vont être contents, Knorr. Et en fait, j'avais passé le casting de Nana et je n'en parlais à personne, hein, parce que ça a duré pendant des mois, cette histoire. Et en fait, Francis Giraud, le gamin, enfin l'assistant que j'avais rencontré, qui était un copain, il y avait donc c'était Tasma, et il m'avait présenté un autre qui m'emmène et qui me dit viens, on va te trouver un petit truc, une silhouette. Alors je vais au bureau, il me prend comme silhouette, il me dit allez c'est bon, tu fais la femme de ménage, t'as une petite scénette avec Romy Schneider, hyper contente, oui, voilà, et tout à coup et il me dit viens, je vais te présenter Giraud. Et on ouvre la porte du bureau, je rentre dans le bureau et il me regarde, il fait « Mais c'est elle que je veux pour Madame Radignac. C'est elle qui fait Knorr. C'est vous qui faites Knorr ?» Je dis « Oui. » Il me dit « Mais je t'ai dit, c'est elle que tu dois m'amener pour Madame Radignac. » Comme quoi la pub, ça mène à tout. Hein. Et donc, j'ai passé les essais pour Madame Radignac et j'ai été pris pour Madame Radignac et 2 jours après, j'étais prise pour Nana. Et donc, j'ai appelé Giraud et il m'a dit, ça fait rien, je te redonne le rôle. Et donc, ça a été mon premier rôle sous mon vrai nom. C'est drôle, hein, dans La banquière. Et par la suite, au théâtre, on vous voit pour la première fois en 83 dans Marx et Coca-Cola, mise en scène Yves Pignot, théâtre du Petit Montparnasse. Au total, avec Stéphane Fraisse, oui. Une quinzaine de pièces dont nous parlerons pour quelques-unes dans quelques instants en seconde partie d'émission. Mais d'abord, la dernière révélation de Jean-Éric Biel, mise en scène Arnaud Lemort. D'ailleurs, je suis venue ce week-end et Arnaud Lemort était dans la salle. Je voulais lui dire bonjour. Je suis venue, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, samedi soir. Ah ouais, c'était génial. Samedi soir, c'était un très bon moment. Au théâtre de Passy, à 21h, du mardi au samedi. Vous jouez avec Daniel Russo pour la 2e fois en tant qu'époux. Voilà. La dernière fois, c'était dans Si on savait. Un couple formidable. Et on a 2 enfants épatants, Édouard Collin et Messaline Payet. Oui. Deux comédiens avec vous deux. Vous êtes tous deux dans le rôle de Charles et Marie. Cette pièce révélation, c'est, j'ai envie de dire, un moment délicieux où on se frappe dessus, mais avec humour. Ah oui, on se tape dessus avec humour. Moi, je pense que les gens rient énormément, vous avez pu le constater. Ah mais je suis sincère, je suis venue en famille. Et on a beaucoup ri. Ah ouais, ils rient beaucoup et c'est tellement plaisant de les entendre. La salle était... En plus, on vient de commencer, c'est plein, c'est juste génial. Voilà, c'est un petit théâtre pas très grand, mais que on est vraiment bien dedans, on est dans un cocon et la pièce me fait hurler de rire. Je pense que quand même, pour l'instant, c'est ma préférée de toutes celles que j'ai jouées. C'est vrai. Ah ouais, parce qu'elle est bien écrite, elle est très actuelle dans les sujets qu'elle traite. Elle parle aussi quand même, malgré tout, de la tolérance. Elle parle de... même si la tolérance n'est pas souvent facile à mettre en pratique, et même si les parents s'en prennent plein la tronche, donc de ce fait, dans leurs convictions. Elle parle de...
Elle parle de l'amour, elle parle du quotidien. Elle parle en effet beaucoup de la tolérance, elle parle de l'amour qu'on a pour ses enfants, qu'on a aussi pour ses parents, elle parle des secrets de famille qu'on a souvent et des réactions attendues et parfois aussi inattendues. Et les jardins secrets. Pour parler un peu de cette histoire, c'est Alice, votre fille dans la pièce, qui est jeune, qui est une brillante avocate, qui vous a convoqué avec ses parents. Elle nous a demandé de faire une réunion de famille chez nous. C'est vrai. Avec son frère Sébastien, donc que vous n'avez pas vu depuis un certain moment, qui est censé être parti depuis pas mal de temps en Inde. Et alors il y a une révélation, et il s'avère que cette révélation va faire naître d'autres révélations, puisque chacun en a une ou deux. Finalement, chacun va se livrer. Et les parents vont finir par se livrer. Et chacun pense savoir ce que l'autre va dire, mais personne ne sait exactement ce que l'autre va dire. Et ça va un petit peu partir en sucette quand même. Et oui, et alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait penser faciles, comme penser qu'il va y avoir un coming out de l'un ou de l'autre. Il s'avère que ce n'est pas tout ça. Pas du tout. Non. Chacun y va c'est à chaque fois des coming out, mais des coming out pas forcément sur sa sexualité ou ses préférences, mais par rapport à des choses, auxquelles on s'attendait pas, et ça rebondit jusqu'à la fin, comme ça. Et c'est vrai que c'est traité avec beaucoup d'humour, surtout à travers les parents qui sont complètement en décalage par rapport aux annonces faites, quoi, qui sont en fait assez. Ils se tapent dessus, les parents, tout le temps, mais ils sont quand même d'une complicité extraordinaire. C'est vrai. D'un amour, ils s'aiment. Je voulais vous dire quand même que le duo entre Daniel Russo et vous est assez extraordinaire. On pourrait penser que vous êtes même ensemble à la vie, tellement il y a cette complicité évidente. C'est vraiment, c'est sincère ce que je vous dis, une complicité tout à fait évidente qui transpire depuis très longtemps. Et ça se sent, ça se voit. On s'engueule bien aussi. Et je pense que ce qui est sur scène, c'est aussi un peu dans la vie comme ça. Connaissant Daniel Russo, que j'ai reçu à plusieurs reprises, je pense en effet qu'il y a de ça. Alors je sais qu'on n'a pas le droit de tout dire, donc on va pas forcément dire quels sont les secrets, parce que sinon on va déshabiller toute la pièce et puis le but c'est de venir la voir. Mais en tout cas, j'ai envie de parler de votre rôle parce que il y a un vrai secret, il y a quelque chose de très douloureux et à la fois... La manière dont vous en parlez, c'est tellement drôle. Qu'elle ne savait pas. Mais plutôt cette femme, moi la Marie, c'était une femme un peu dans le... on pourrait penser qu'elle a été assez rock'n'roll jeune et qu'elle s'est forgée une sorte de... Mais c'est vrai, franchement, très sincèrement, j'ai passé mon temps, et je leur ai dit d'ailleurs, à dire c'est ma mère. C'est ma mère. Ma mère est issue d'un milieu populaire et d'ailleurs c'est exactement le personnage de Marie, issue d'un milieu populaire qui s'est forgé une sorte d'image bourgeoise. Ma mère, elle se tricotait quand même les tailleurs Chanel quand elle était jeune. Et elle s'est éduquée, elle s'est classifiée, je veux dire, elle a fait des efforts surhumains en sortant de cette famille où elle était, donc elle n'avait pas de père et c'était quelqu'un d'à part. Et ça lui a donné ce truc où chaque événement de la vie comme ça, elle peut être niée d'une mauvaise foi extrême, parce qu'en fait la vie doit l'arranger dans le sens où elle a décidé qu'elle devait l'arranger. Ma maman est décédée il y a pas longtemps et moi je n'ai pensé qu'à elle en répétant cette pièce, et ça a été mon modèle. Et quand mes frères sont venus voir la pièce, mes deux jeunes frères, ils sont sortis en me disant on a vu maman pendant une heure. Et pour moi, c'était le plus beau compliment qu'ils pouvaient me faire, parce que j'arrête pas de dire, chaque fois que je répétais, je disais ah ouais, attendez, c'est comme maman, et je ne pense qu'à elle quand je joue de ça, et c'est extraordinaire. Et je comprends. Qu'elle m'habite. Et alors, je comprends bien pourquoi c'est votre pièce préférée, Véronique Geneste. Une très belle pièce, en tout cas, que je recommande chaudement. Révélation, c'est au Théâtre de Passy, du mardi au samedi à 21h pour l'instant. Il y aura un dimanche bientôt, il y aura des dimanches. Un dimanche, peut-être pendant les fêtes à envisager. En tous les cas, on joue le 31 au soir, le dimanche 31 au soir, et puis ils envisagent de mettre un petit peu plus mettre un dimanche l'après-midi, parce qu'on ne peut pas se couper des gens qui n'aiment aller au théâtre que l'après-midi, donc... Et comme ça marche très très bien, je pense qu'on va y aller dans pas longtemps. Et j'imagine que la pièce partira en tournée. En tout cas, je vous le souhaite, et ça semble évident. D'abord, je pense qu'elle va faire une longue carrière là, parce que je pense qu'elle va être prolongée. Donc, je pense qu'elle risque de faire apparemment une grosse carrière déjà comme ça. Déjà sur Paris. Voilà.
C'est ce qu'on vous souhaite. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs Hélène Kuttner et Charlène Villemer qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Tout de suite, c'est le rappel des titres et puis je rappelle évidemment ce jeu Radio J. Pour la dernière semaine, notez bien, Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, c'est très très simple. Vous téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, c'est tout. Et le gagnant sera tiré au sort ce jeudi par mon invité. Vous téléphonez donc au 01 77 62 72 89 pour gagner ce séjour de nuit en petit déjeuner à l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. תרימו את הידיים, כי זה שוד, זוכרת התוכנית אבל תגידי לי בסוף. לדבר עם העיניים, לא לדאוג, אסור לכם לשבת, יאללה כולם לעמוד. Radio J. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. Vous écoutez Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 67e jour de guerre contre le Hamas, des délégations israéliennes et qataries discuteraient d'un nouvel accord sur les otages en Europe. D'après des sources saoudiennes, un nouvel accord qui pourrait inclure des femmes, des enfants, des personnes âgées et de jeunes civils israéliens, en plus de 3 officiers supérieurs de Tsahal détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Un soldat sur 5 est mort à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne sur place serait mort dans des accidents opérationnels de Tsahal. 20 sur 105 donc tués dans le territoire palestinien par des tirs dits amis et d'autres accidentels selon les dernières données publiées par l'armée. Le ministère français des Armées annonce avoir abattu un drone qui menaçait le pétrolier norvégien attaqué hier soir par les houthistes du Yémen en mer Rouge. La frégate multimission Languedoc s'est placée en protection du bâtiment touché, empêchant la tentative de détournement du navire. Selon le communiqué du ministère, aucune victime n'est à déplorer. Elle va prendre le relais après un nouvel échec du Conseil de sécurité paralysé. L'Assemblée générale des Nations Unies doit se prononcer cet après-midi sur une résolution pour exiger un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Enfin, l'université de Harvard a déclaré que sa présidente conserverait bien son poste malgré la polémique autour de sa comparution devant le Congrès la semaine dernière. Elle avait estimé que l'appel au génocide des Juifs pouvait, selon le contexte, être contraire au règlement de son université. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Véronique Jeuneste et mes invités sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Une roupa face à la mer. Mazel Tov. Le Royal Pullman Cannes Mandelieu, un hôtel les pieds dans l'eau avec ses 212 chambres et suites, vous propose des espaces modulables pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. C'est l'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. Privatisation de la totalité ou d'une partie de l'hôtel avec la possibilité d'un traiteur kécher. L'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. royalsignature.fr. Anna Fonters, journaliste au magazine Elle. Et si on s'écoutait? Si on apprenait à respirer, à se faire confiance, à prendre notre place? Le magazine Elle vous donne rendez-vous à l'événement Elle Active, jeudi 14 décembre, au Trianon Élysée-Montmartre à Paris, avec Lorraine Bastide, Marine L'Orphelin, Iseult et bien d'autres personnalités. Inscription gratuite sur active.l.fr. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie.
soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires, plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Véronique Jeuneste, pour la pièce de théâtre Révélation, dont on continue de parler en off évidemment. Une pièce que vous pouvez retrouver au théâtre de Passy du mardi au samedi à 21h. Et dans cette partie d'émission, on va s'intéresser à toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, on part au théâtre avec Hélène Kuitner. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. Bonjour Véronique Jeuneste. Bonjour mademoiselle Charlène. Oui, Charlène. Bonjour Charlène, bienvenue en tout cas et bonjour à toutes et à tous. Alors, comme Cyrielle l'a dit, à une comédienne, on va faire un portrait sur les scènes de théâtre, parce que je vais faire votre portrait, chère Véronique Jeuneste, dans votre ravissante anorak rose, qui me plaît décidément beaucoup. Voilà, pour le dire à votre attaché de presse qui avait peur que vous preniez froid, car je sais tout, vous êtes en vélo. Mais je vais m'arrêter là, parce qu'on parle pas de vélo, je ne vais pas parler d'Anne Hidalgo, je vais simplement admirer l'anorak de Véronique et lui dire que je suis ravie de faire son portrait, car si l'on peut vous admirer aujourd'hui, comme l'a dit Cyrielle, dans Révélation qui se joue au théâtre de Passy, le théâtre, on l'a dit tout à l'heure, et la scène sont présentes dans votre vie depuis de nombreuses années. Alors le théâtre pour vous, chère Véronique, c'est pour nous, public, l'assurance de venir applaudir une comédienne à la personnalité explosive, au verbe haut, qui n'a peur de rien, en tout cas qui ne semble avoir peur de rien sur le plateau, ça fait du bien, et surtout qui participe au plaisir de rire dans des comédies modernes dont les thèmes sont très actuels, avec des partenaires qui n'ont pas peur d'y aller aussi, parce que les partenaires comptent aussi. L'un de vos premiers succès, et vous vous en souvenez, c'était l'amuse-gueule. C'était après 83, quel donc Coca-Cola, avec donc de Gérard Lauzier, avec tout simplement Daniel Auteuil. Et avec Philippe Corsan, vous incarniez les deux terribles voisins d'un artiste peintre nommé Daniel Auteuil, qui se ménage tout simplement un 5 à 7 avec une femme du monde richissime, dont il avoue être amoureux, Yolande Folio. Et la comédie était bien ficelée, la situation assez hilarante. Il y avait des quiproquos, des imbroglios à tous les étages, à la sauce piquante du scénariste et auteur de BD Gérard Lauzier. Alors ensuite, vous avez enchaîné avec Martin Lamotte, que vous allez retrouver ensuite sur le... Vous allez jouer avec Martin Lamotte. Il avait écrit une pièce. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur cette pièce parce que c'était au début, c'était un film qui s'appelait Le Crépuscule des lâches. Oui, alors, ça se passait pendant la guerre. Ah, c'était fou, ça. C'était fou. Mais vous jouez souvent des pièces folles. Donc, c'est pour ça qu'on vous aime. Et c'est pour ça qu'on aime vous admirer. Et tout de suite après, alors, vous jouez un texte plutôt sensible, ironique, d'Anne-Marie Etienne avec Jean-Michel Dupuis au théâtre du Palais Royal, qui s'appelait Quand l'amour s'en mêle. Quand l'amour s'en mêle en un seul mot. C'est-à-dire comme un... Sophie Monico. Exactement. Et vous formiez avec ce comédien un couple de bobos parisiens. Lui était psychiatre, vous vous en souvenez. Vous étiez décoratrice, vous entouriez un adolescent de 17 ans mal dans sa peau. Et puis alors, idée saugrenue, vous décidez soudain d'inviter chacun un de vos ex-amoureux, comme pour surmonter les affres de la jalousie. Nostalgie quand tu nous tiens. Cette invitation des ex respectifs est en réalité une fausse bonne idée. Anne-Marie Etienne, qui vous mettait en scène, parlait de cela, justement, de la crise des couples qui paraissent bien installés dans des milieux artistiques, intellectuels. Et qu'est-ce qui fait qu'un couple tient sur la longueur? Qu'est-ce qui peut ébranler une relation quand tous les feux paraissent au vert? Ça, c'est pas évident. Et alors, en 2009, Véronique Jeunesse se lance dans l'écriture d'une pièce très personnelle, un monologue qu'elle va interpréter seule. Ouais. Exactement. Madame Butterlight. Madame Beurre allégé. Madame Beurre allégé. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Butterlight. Pas Butterfly. Pour parodier l'opéra de Puccini, Madame Butterfly. Alors le spectacle, il est resté à l'affiche durant près de 2 ans. Vous avez même joué en Suisse. Et c'est l'histoire d'une comédienne qui a été choisie pour jouer une pièce, tout simplement avec Georges Clooney. Un spectacle qui va tourner dans le monde entier. Et le hic, c'est que
à l'époque, déjà on était en 2009. Le hic, c'est que la photo envoyée par l'agent de la comédienne a été retouchée par Photoshop. Et qu'une heure avant le rendez-vous, la comédienne, donc jouée par vous, ne rentre pas dans la robe qui était prévue. Elle a carrément dans son costume japonais. Dans son costume japonais de geisha. Elle a 18 kilos en trop, simplement, depuis qu'elle a arrêté de fumer. Et donc, elle rentre pas dans la robe, elle rentre pas dans le rôle et ni dans les vers de la pièce. C'est-à-dire qu'elle peut pas les dire. Donc, tout va bien, c'est génial. Et c'était un texte qui a bien marché parce que, bien sûr, il parlait de vous. En tant que comédienne, des carcans que l'on impose quand même aux comédiennes femmes. Je vais pas vous de l'image mais de l'image aussi, qu'on veut donner. Exactement, et aussi l'image que chacun de nous, à laquelle chacun de nous doit correspondre. Et en fait, vous suscitez au cinéma, mais aussi beaucoup au théâtre, je pense, et c'est ce qui explique le succès des pièces de théâtre, une capacité d'identification, de proximité. Vous êtes proche de nous. On a envie de s'identifier à des personnages qui nous sont proches. Et en 2012, vous revenez au théâtre de la Michaudière. Alors là aussi pour un rôle autrement explosif qui s'appelle Plein la vue de Jean Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Et là, vous êtes... Je crois que vous jouiez avec Gabou Boukobza. Ah, mais c'était ma fille, oui, mais ma fille était dans la pièce. Votre fille que je connais en parallèle et je vous demanderai des nouvelles en off. Elle était magnifique. Donc avec elle s'appelle Gabou. Oui, Jennifer. Jennifer. Donc en tout cas vous étiez Vera, une créatrice de parfums très célèbre. Aveugle, non-voyante, on va dire aujourd'hui, incapable de se rendre compte que tout le monde la roule tout simplement dans la farine. Et quand un jour elle recouvre la vue, évidemment sans le dire à personne, petite opération, tchic, elle se rend compte que tout le monde lui ment, la trompe et elle se venge. Et c'était un rôle extra, vous les enchaîniez, chère Véronique, parce que après ce rôle-là, vous interprétez tout de suite le rôle principal d'une autre pièce qui s'appelle Portrait craché de Thierry Lassalle au Palais des Glaces en 2016. Et là, vous reprenez un rôle qui avait été joué par Cyrielle, vous allez me le dire tout de suite. Jacqueline Maillan. Exactement, bingo. C'était Jacqueline Maillan. C'était une création. C'était ça ou c'est pas ça? C'était une création. Mais c'était Jacqueline Maillan qui devait la jouer 24 ans avant, visiblement. Ah bon? Mais il avait écrit 24 ans avant. Thierry Lassalle, il faut qu'on se voit. Oui, il avait. En tout cas, si mes sources sont. C'est vrai qu'il y a une histoire comme ça, mais bien voilà. sûr. Donc excusez-moi du peu, mais c'est pas mal quand même de reprendre un rôle écrit par Jacqueline Maillan, que Jacqueline Maillan n'avait pas pu jouer parce que la pauvre, elle est décédée. Quand même, quel héritage! Quel héritage! Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire comme ça, oui. Donc voilà, vous étiez. Alors. Le personnage c'était Marie et comme dans la chanson encore une Marie. Encore une Marie, mais c'est mon deuxième prénom, c'est pour ça. Voilà. Donc vous avez fait dans la pièce un bébé toute seule. Voilà. Sans évidemment le dire au père de l'enfant. Et quand, comme dans les pièces de Molière, le papa réapparaît ou le fils tombe amoureux de la fille de ce dernier, là, voilà, ça se complique. Comment faire? Ça, c'est on est dans quelque chose qui ressemble à l'amour en héritage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on est dans quelque chose qui ressemble aussi à du Molière. Oui, exactement. Voilà, c'est vrai. Exactement. Et là, c'était mise en scène par Thomas Ledouarec et c'était mise en scène tambour battant. Très drôle. Et en parlant de couple, de famille, parce que ça revient toujours, ces histoires. 2 ans après, vous reparliez du couple, cette fois en jouant avec Martin Lamotte dans Face à Face, oui. Une pièce anglaise complètement dingue, qui évoquait avec beaucoup d'humour et de fantaisie l'histoire de 5 couples, 5 situations, 5 possibilités, et vous switchiez tous les deux entre les personnages. Et enfin, en 2020, et c'était juste avant le Covid, je vous avais adoré dans une pièce superbe qui s'appelait Bêtise Family, vous vous en souvenez, une pièce d'Isabelle Rougerie et Fabrice Blind. Entre-temps, j'avais aussi une autre pièce qui s'appelait Gina et Cléopâtre, qui a été arrêtée tout de suite par le Covid. C'est ça. Le premier flux de Covid. Et puis après, celle-là qui a été jouée 22 fois. Et c'était super. Vous jouiez Clarisse. Parce que là, ce serait intéressant de la reprendre parce que c'est une pièce, je trouve, très bien écrite. Vous étiez Clarisse, vous étiez une femme hyper bouquée, mais intolérante au gluten. Vous aviez un mari négociant en vin qui parcourt les routes, c'est-à-dire qu'il la voit jamais. Votre sœur était complètement paumée parce qu'elle enchaîne les échecs à répétition. Vous avez un mari qui s'appelait Vincent, qui était animateur de télévision, égocentrique. Non, pas un mari, Vous aviez un ami qui s'appelait Vincent. Vous aviez un voisin qui était fan de Jonas. Et vous aviez une mère en phase grave d'Alzheimer. Donc tout va bien. Et voilà, c'était une superwoman contemporaine comme vous, dotée d'un bon sens de l'humour et qui devait supporter les névroses de chacun. Malheureusement, comme vous l'avez dit, la pièce a dû quitter l'affiche en raison du Covid. Alors c'est vrai que non-voyante, mère célibataire débordée, meilleure copine, grande sœur, voisine emmerdeuse, nous sommes toujours ravis, je le dis sincèrement, de vous retrouver sur la scène, chère
chère Véronique, avec l'énergie. Je dis bien l'énergie parce que il suffit de l'entendre et la présence chaleureuse qui vous caractérise et que nous aimons tant. Eh ben, c'est trop gentil. Merci Hélène Kuttner. On se retrouve tchic la semaine prochaine. Tchic. Ok, tchic. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Charlène Villemer. Et venez quand vous... Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Véronique Geneste. Bonjour. Je suis ravie d'être face à vous aujourd'hui Véronique, vous qui avez bercé toute une partie de ma vie. Et dans cette chronique, on va revenir sur vos goûts culturels et on commence en musique avec un pop collector. Oh, une de mes chansons favorites. Flashback, nous sommes en 1995, le groupe allemand Fool's Garden sort son deuxième album Dish of the Day, sur lequel figure le hit Lemon Tree, le plus grand succès de l'histoire du groupe. Dès sa sortie, le public accroche immédiatement grâce au riff singulier mêlant musique électronique et mélodie et envoûtante qu'on écoute. Le single atteint la 26e place au hit parade du Royaume-Uni et reste numéro 1 pendant plusieurs semaines dans son pays d'origine, en Allemagne. Et la chanson rencontre également un franc succès en Irlande. Alors Véronique Geneste, vous avez 39 ans et vous portez la célèbre Julie Lescaut à l'écran sur TF1, une production qui rassemble jusqu'à 12 millions de spectateurs. Oui, c'est vrai, en 1996. Une production donc qui rassemblera énormément de spectateurs dont je faisais partie. Cette année-là, la série décroche la première place du classement et signe la meilleure audience de l'année à la télévision française. C'est aussi un succès. Mais sous ces airs de bluette, Lemon Tree cache une histoire plutôt sombre. C'est le chanteur du groupe Peter Fraudenthaler qui aurait composé ce morceau en attendant désespérément sa petite amie Bénédicte Le Gall, qui ne viendra jamais. Au volant de sa voiture, celle-ci fait une sortie de route et percute un citronnier, d'où le titre Lemon Tree. Mais vous, Véronique Geneste, à cette époque, vous n'attendez plus l'amour, et il vous sourit même. En 1995, vous êtes mariée à Meyer Bokobza depuis 3 ans déjà. Une love story qui dure depuis et dont on aimerait bien connaître le secret. Faut bien s'engueuler. J'adore cette réponse. On poursuit en musique avec un autre tube qui figure aussi dans votre playlist Véronique Geneste. Effectivement, Cyrielle, il s'agit du hit de Jason Mraz, I'm Yours. On va poursuivre en lecture avec un polar que vous avez aussi aimé, Véronique Geneste. Sur tension d'Olivier Norek, c'est le 3e opus des aventures du capitaine Coste. Après Code 93, Territoire, l'écrivain sort Sur tension aux éditions Michel Lafon en 2016. Ce livre réunit 5 enquêtes en une seule. C'est d'abord l'histoire d'une frangine
au profil un peu particulier. Elle est braqueuse de bijouterie et qui va faire participer son petit frère Nano, 22 ans, à son dernier casse qu'elle juge hyper facile. Bon, finalement, ça va pas se dérouler comme prévu puisque le jeune garçon est attrapé et se fait enfermer dans la prison la plus dangereuse de France appelée Marveille. À ne pas confondre évidemment avec Merveille. Il lutte tous les jours pour sa survie et sa sœur va alors tout tenter pour le faire libérer. Mais pour mettre les policiers dans le brouillard, elle va faire évader 5 autres criminels, ce qui conduit le capitaine Coste et son équipe à enquêter sur 5 assassins en même temps, histoire de bien compliquer la tâche. Et c'est ce qui va les conduire à leur point de surtension. Alors pourquoi avoir choisi ce titre ? À travers ce livre, l'auteur conduit ses 25 personnages à leur point de rupture. Le point de rupture, c'est cet animal qui est en vous et qui se révèle quand nous sommes ou l'un de vos proches se trouve en danger de mort. C'est toute l'histoire de ce policier. Surtension, c'est un polar comme on a rarement l'occasion d'en dévorer, haletant, bien écrit mais surtout très crédible. Et c'est certainement lié au passé d'Olivier Norek. Il a été lieutenant de police jusqu'en 2012, affecté à la section d'enquête et recherche de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, département qui sert d'ailleurs de décor à tous ses romans. Et un livre qui a d'ailleurs reçu le Grand Prix des lectrices Elle en 2017. Et on poursuit avec un livre primé plus récemment, Charlène. Oui. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Cet ouvrage a reçu le prix Goncourt le mois dernier. C'est l'histoire d'un mystère, celui d'une statue enterrée dans les sous-sols d'une abbaye italienne, parce que le Vatican souhaite la cacher du public, mais personne ne sait pourquoi. Alors pour comprendre, le lecteur doit plonger dans l'histoire de son sculpteur, Michelangelo, dit Mimo, et remonter dans le temps, dans l'Italie du XXe siècle. Ce jeune sculpteur débarque pour faire son apprentissage et va se lier d'amitié avec Viola Orsini, la fille de la famille la plus puissante de la région. C'est donc l'histoire de 2 personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer et qui vont entrer en collision. Jean-Baptiste Andrea tire son inspiration de l'univers artistique, sculpture, peinture, musique. L'influence du beau, l'écrivain la trouve en Italie, pays où il transpose son intrigue. Et comme vous, Véronique, dans votre livre 46-38 Guerre et poids, il a voulu emmener ses lecteurs en voyage. Bon, à la différence que cette fois-ci, ce n'est pas à Bride-les-Bains, mais dès la première page, on sait qu'il a eu le Goncourt. Et qui a eu le Goncourt, c'est vrai. C'est énorme la différence. Donc c'est vachement bien écrit. C'est vrai. Alors il nous emmène dès la première page quelque part, mais pas trop loin non plus. L'écrivain souhaite allier le dépaysement et la proximité. La guerre et la montée du fascisme apparaissent en toile de fond, une intemporalité qui n'aurait pu se faire s'il était remonté un peu plus loin dans l'histoire. Et on va terminer, Charlène, puisque vous allez nous parler d'un film que notre invité recommande. Donc on termine avec du cinéma. Tout à fait, un film que l'on devrait tous voir selon vos mots, Véronique. Il s'agit de La Vague, un thriller allemand signé Dennis Gansel et sorti en 2009, qui s'inspire librement du livre La Troisième Vague. Alors je vous plante le décor. En Allemagne, aujourd'hui, un lycée propose un atelier thématique durant toute une semaine, 2 sujets au choix, l'autocratie ou l'anarchie. Dans la classe dédiée à l'explication du régime totalitaire, le professeur pose une question simple à ses élèves. Est-ce que l'on peut revivre une dictature ? Et les lycéens sont tous unanimes, c'est impossible. Après tout, nous sommes en 2009, la guerre est loin et l'Allemagne a appris de ses erreurs. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, duquel va naître un nouveau régime totalitaire, la vague, dont les conséquences vont s'avérer tragiques. On écoute un extrait. Qu'est-ce que l'autocratie ? Une idéologie ? Le contrôle ? La surveillance ? La discipline, monsieur Wenger. On a la chance de pouvoir organiser ce projet exactement comme on veut. Je propose donc de le rendre vivant. Quelles sont les données de base nécessaires à la mise en place d'une autocratie ? Vous sentez que grâce au rythme, petit à petit, on ne fait plus qu'un ? C'est le pouvoir de la communauté. Il est mortel, notre emblème. On va déferler sur la ville comme une vague. Avoir des idées, c'est bien joli, mais si c'est pour s'endormir dessus, ça sert à rien. La vague. Nivelle. Exactement. Idéologie, contrôle, surveillance et discipline sont donc les leviers de l'autocratie. Ce film est tiré d'une histoire vraie qui tente de nous montrer qu'une dictature est toujours possible de nos jours. La transformation des lycéens se fait progressivement. Ils se sentent forts dans leur communauté. La vague va déverser son flot de haine, de propagande et tout engloutir sur son passage. C'est donc un film à revoir sans plus attendre. Évidemment, on a la sensation qu'il y a un peu d'actualité là-dedans. Est-ce qu'on a le fin mot qu'on pourrait donner à nos auditeurs en ayant entendu un peu l'ADN de ce film-là ? Est-ce qu'à la fin,
on doit comprendre quelque chose, une philosophie de vie. Ah, bien, on comprend, mais le film est clair. Je veux dire, on comprend que ça peut de nouveau se produire et que c'est tellement facile de sombrer et que le communautarisme est quelque part la pire des choses. Parce qu'on en oublie, enfin, d'être ensemble dans un même truc et on peut aller trop loin. Donc il faut il faut ouvrir son esprit, toujours la tolérance, toujours le truc. Mais bon, je dis pas que c'est facile, mais on apprend surtout que rien n'est impossible quand on fait pas attention, quoi. Parce que justement, cela provoque des incendies. Un film dont vous voulez nous parler aussi, Véronique Jeunesse. Ah non, mais Incendie, c'est un film merveilleux de Denis Villeneuve. Villeneuve. Exactement. Et extraordinaire, que j'ai vu il y a pas mal d'années, hein, qui est un film aussi que tout le monde devrait voir. C'est sur après le Liban, le parcours de 2 enfants qui ont été par leur mère emmenés après toute la guerre qu'il y a eu au Liban, les chrétiens, tout ça, qui ont été emmenés donc au Québec et qui sont nés presque au Québec, enfin qui sont vraiment québécois, 2 jumeaux, et puis leur mère meurt et leur mère a été, et en fait leur mère un jour elle rentre en catharsis parce que je sais pas ce qu'elle voit, mais elle se met à ne plus jamais parler, donc, et elle meurt, et le notaire dont elle était la secrétaire, etc., remet aux enfants une lettre, et il y a la lettre pour le père, il y a une lettre pour le père. Ils ont pas de père. Donc, en fait, et la fille décide de partir en Liban sur les traces de sa mère. Et il me semble que vous nous en aviez parlé de ce film. Ça me parle énormément. Je ne sais pas si la dernière fois que vous étiez venue, c'est vous qui nous aviez parlé de ce film-là, Véronique Jeunesse. Mais en tout cas, on en avait parlé. Ça vous dit quelque chose, Hélène Kuttner? Oui, parce que c'est une pièce au départ de Wajdi Mouawad. Ouais, c'est un peu son histoire, en fait. C'est un Libanais il a été au Québec. J'ai encore des frissons. Et il ne parle que de ça, d'exil, enfin, on est en plein dans le sujet, quoi. Et ensuite, il y a eu un film tiré de la pièce. C'est ça, un film dont nous avions parlé sur cette antenne. Merci beaucoup, Charlène Villemer, d'avoir fait voyager nos invités, nos auditeurs sur l'antenne de Radio J. Par la même occasion, Véronique Jeunesse, j'avais envie de vous demander comment va Jennifer? Mais elle va très bien. Parce que je sais qu'elle habite en Israël. Elle habite, oui, elle est à Givatren, à côté de Tel Aviv, enfin à côté de Ranana. Elle est très heureuse. Elle a 3 enfants magnifiques. Elle tient tout ça à bout de bras avec son homme, et puis et la belle famille et tout. Non, elle est plutôt très épanouie, je trouve. Comment votre famille, Véronique Jeunesse, a vécu ce qui s'est passé le 7 octobre? Comment vous imaginez qu'on peut vivre ça? Extrêmement mal, extrêmement. Moi, ça m'a profondément choquée. Et tout ce qu'on apprend aujourd'hui me choque encore plus. Mais je pense quand même que ce qui me choque le plus, c'est le retournement de la version des choses et la façon dont on essaye de. Voilà, mais bon, je sais même pas si c'est vraiment une réalité ou si c'est. Vous savez, on dit toujours que pour casser les 2 tours, il a fallu, enfin pour faire cramer les 2 tours, il a fallu une poignée. Et je pense que c'est plutôt une poignée de gens qui sont là dans une sorte d'excuses à leur haine inconsidérée des choses, quoi. Voilà, moi je suis dans cet objectif-là. Je veux dire, j'ai hâte que ça finisse. Précisément, qu'est-ce que vous nous dites? Que le Hamas est une poignée? Ou vous dites autre chose? Oh non, c'est pas une poignée, c'est une poignée. Non. Les Palestiniens au niveau du monde sont une poignée, mais les Israéliens sont pas beaucoup moins qu'une poignée. Sauf qu'il y en a qui sont tournés vers la vie et d'autres vers la mort, et qu'en fait cette obsession. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut décider, comment ça peut être plus juste de dire c'est ma terre. En quoi c'est la terre des gens? Je veux dire, de tout temps. Les terres, les gens, on a dû partager. Quand on accueille des immigrants, on les accueille, ça devient leur terre. Pourquoi d'un côté et en fait, c'est très manichéen. Je trouve que toute cette façon d'exprimer les choses est toujours très manichéenne. Voilà. Pour moi, les Palestiniens, c'est les Juifs, les chrétiens, les Arabes. Ça n'a jamais été autre chose. Et pourquoi ce serait plus les Arabes que les Juifs et les chrétiens? Et que tout à coup, à un moment, il faudrait, il faut laisser un peu d'espace aux Juifs pour récupérer le truc. Ils ont accepté par 3 fois le partage, c'est les Palestiniens qui ont refusé. Donc en fait, je reste persuadée qu'en fait, ils ne veulent pas partager, qu'ils veulent tout. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas plus de raison qu'autre qu'ils aient tout. Donc en fait, qu'il faut partager. Voilà, partager, mais partager sans vouloir à tout prix tuer l'autre quand on partage.
Donc, il y a certainement des excès en Cisjordanie de gens hyper... moi, de toute façon, dès qu'on est un peu intégriste, moi je suis pas pour. Donc, il y a certainement un intégrisme qui pousse à des choses. Il y a certainement de chaque côté. Mais là, sous couvert d'une sorte de sématère, hein, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est pas leur terre. À ce moment-là, s'ils veulent un droit au retour, alors il faut donner un droit au retour à tous les Juifs qui ont été spoliés de leurs biens dans tout le monde entier. Mais ça va foutre un sacré bordel. C'est très clair, Véronique Jeunesse. Vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre experte Nathalie Daudrieux pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, la pause sur Radio J, suivi du journal de l'information. Et je rappelle que Radio J, l'hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu vous offre un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, téléphonez tout de suite, dès maintenant, gratuitement au 01 77 62 72 89. Tirage au sort jeudi sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Vous écoutez le 15h, 16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia. L'agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité. Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi. Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas. Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 17 décembre de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etani Beleich. Bonjour à tous. Au 67e jour de guerre en Israël, plusieurs missiles anti-chars ont été tirés depuis le Liban en direction de la localité de Baram. Quelques dégâts matériels ont été signalés, mais aucune victime n'est à déplorer. Plus tôt dans la journée, un drone en provenance du Liban également a été intercepté par la défense aérienne israélienne près de la frontière. Plusieurs intercepteurs, des avions qui ont pour tâche d'intercepter les bombardiers, ont été lancés sur la cible pour mettre fin à l'incident. C'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne. Des délégations israéliennes et qataries discuteraient d'un nouvel accord sur les otages. Une information toutefois démentie par Israël et le Hamas. Pascal Sunshine. La source provient uniquement de ce site saoudien Elaf. Les informations qu'il donne sont démenties par Israël, également par le Hamas et le djihad islamique, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il ne faille pas les prendre en considération. Donc des émissaires d'Israël et du Qatar discuteraient actuellement en Europe d'un nouveau cadre d'accord qui inclurait des femmes, des enfants, des personnes âgées, des jeunes civils ainsi que 3 officiers de Tsahal. Cela en échange de la libération par Israël de 300 détenus palestiniens, plus 10 condamnés à de lourdes peines et à la réclusion à perpétuité, dont Marwan Barghouti, l'ancien chef du Fatah, pour qu'il devienne le nouveau leader de l'autorité palestinienne à la fin des combats pour la mise en place d'un nouveau régime dans la bande de Gaza. Donc toutes informations évidemment à prendre avec précaution. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. L'Allemagne inculpe 27 membres présumés d'un groupe terroriste d'extrême droite. Ils avaient déjà été arrêtés l'année dernière pour leur implication dans un complot visant à attaquer le Parlement et à renverser le gouvernement. Le procureur fédéral
libéral en chef a déclaré que les préparatifs pour pénétrer dans le Bundestag étaient déjà à un stade avancé. Mahsa Amini va être honoré à titre posthume par l'Union européenne. Le Parlement européen lui remet aujourd'hui le prix Sakharov, un prix également remis au mouvement iranien Femmes, Vie, Liberté, plus haute distinction de l'institution pour les droits humains. Ce prix a été décerné en octobre à la jeune kurde iranienne décédée à l'âge de 22 ans le 16 septembre 2022, 3 jours après son arrestation pour non-respect du code vestimentaire imposé aux femmes en Iran. La famille de Mahsa Amini avait prévu d'assister à la remise du prix à Strasbourg, mais n'a pas pu car il lui a été interdit de quitter le territoire. L'exécutif français largement critiqué par les députés à la séance des questions au gouvernement du jour, une séance qui a commencé à 15h alors que le projet de loi immigration a été renvoyé en commission mixte paritaire après la motion de rejet votée hier par les députés, une motion qui avait poussé le ministre de l'Intérieur à proposer sa démission au président de la République, estimant que l'Assemblée nationale avait joué contre la France, une démission refusée par Emmanuel Macron. Gérald Darmanin a accusé les députés de droite d'avoir peur de débattre. Vous auriez pu débattre ici et maintenant. Plutôt que réclamer un débat, vous auriez pu l'accepter dès hier. Vous êtes incohérents. Comme d'habitude, le Rassemblement national vit des problèmes et ne veut aucune des solutions. Vous avez désarmé nos policiers hier, vous avez désarmé nos préfets, vous désarmez les Français et vous allez vous réjouir au prochain fait divers. Vous faites la politique du déni et vous faites malheureusement la politique du pire. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à l'Assemblée nationale cet après-midi. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour la commission mixte paritaire, mais le gouvernement souhaite qu'elle se tienne au plus vite afin de sortir de la crise sur la question de l'immigration. Enfin, l'écrivain Frédéric Beigbeder a été placé en garde à vue ce mardi au commissariat de Pau. Si le parquet n'a pas souhaité donner les motifs de cette garde à vue, France Info a révélé qu'une enquête préliminaire diligentée pour viol était en cours. Une plainte aurait été déposée l'été dernier contre l'écrivain par une jeune femme. Elle affirme avoir eu une première relation sexuelle consentie avec lui, puis une seconde non consentie au cours de la même nuit. Merci beaucoup Etani Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité Véronique Jeunesse sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Anna Fonters, journaliste au magazine Elle. Et si on s'écoutait? Si on apprenait à respirer, à se faire confiance, à prendre notre place? Le magazine Elle vous donne rendez-vous à l'événement Elle Active, jeudi 14 décembre, au Trianon Élysée-Montmartre à Paris, avec Lorraine Bastide, Marine L'Orphelin, Iseult et bien d'autres personnalités. Inscription gratuite sur active.l.fr. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'être en notre compagnie avec notre invitée aujourd'hui, Véronique Jeunesse, pour la pièce de théâtre Révélation. C'est au théâtre de Passy du mardi au samedi à 21h. Et dans cette émission, il y a une petite séquence et on démarre avec une citation d'Oscar Wilde, Véronique Jeunesse, qui a dit parfois, d'Oscar Wilde qui a dit: nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. Véronique Jeunesse, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi ? Rien, parce que je ne renie jamais rien et que, en fait, ma vie a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et comme je suis pas apte à me juger, je ne change rien. Voilà.
Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Vis tes rêves. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? C'est toujours celui de l'année en cours. Parce que je veux absolument faire de chaque jour de cette vie, je veux toujours prendre le meilleur de chaque chose qui arrive. Y a-t-il une grande erreur que vous avez résolue ? Que j'ai faite ? Oh, mais il y en a eu des milliards. Et tous les jours, je fais une grande erreur que je résous. Une précise ? Non, parce que c'est une philosophie. Donc, c'est résoudre chaque problème de la vie, faire des erreurs. On se dit, tiens, j'ai jugé trop vite, ou tiens, alors donc, on essaye de plus le faire. Voilà, c'est une série de... Mais des grosses erreurs et des petites erreurs, c'est pareil, c'est des erreurs. Justement, puisqu'on parle de jugement, qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, et peut-être, par peur d'être jugé ? J'ai pas trop peur d'être jugée parce que j'ai jamais le sentiment, vu que je pense, mais ça certainement il y aura des gens pour dire le contraire, mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement tolérant. Au contraire, j'ai absolument. Mais disons que je suis intolérant avec l'intolérance. Voilà, c'est-à-dire que moi, je veux bien être tolérante, surtout, je veux bien tout, mais il faut surtout pas vouloir que m'imposer la doctrine des autres. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai besoin d'autant de tolérance que je suis tolérante. Donc, je ne sais plus le début de la question parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas, peut-être, par peur d'être jugé ? Non, je ne fais rien par peur d'être jugé. Des fois, peut-être, par égard avec les autres, je m'arrange pour pas blesser, voilà. Sans parler d'être jugé, une chose que vous aimeriez faire dans la vie, mais vous le faites pas. Avoir une énorme carrière aux États-Unis. Je sais rien, moi. Une chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie, Véronique Geneste. Je ne sais pas, avoir été très gentille avec les femmes de mon mari. Non, je plaisante. C'est pas vrai, c'est pire. Si je vous parle alors d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant. Si je vous parle d'amour, c'est souffrant ou c'est vivant ? Oh, c'est vivant. On peut pas vivre sans amour. Si vous pouviez changer une chose, une seule, au choix, soit sur votre personnalité, soit sur votre corps, ce serait quoi ? Oh, je m'achèterais de moins grosses fesses. Ok. Si vous étiez président de la République, Véronique Geneste. Si j'étais président de la République. La première mesure. La première mesure. Je démissionnerais parce que franchement, c'est trop de boulot, quoi. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Moi, je pense plutôt l'humour. Je pense l'humour et l'amour. Voilà, l'humour et l'amour. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Avas Garden. Bonjour, rapprochez-vous du micro, je vous en prie. Ouais. On va découvrir Allô, issu de votre premier EP, sorti le 13 octobre, et on revient ? Oui. Mais c'est pas vrai. Allô ? Allô ? C'est qui ? C'est qui ? Rappelez plus tard. Y a du brouillard. Allô ? Allô ? C'est qui ? C'est qui ? Rappelez plus tard. C'est le bazar. Attendez là, parce que normalement j'ai payé la facture, mais je comprends pas. Il devrait y avoir quelqu'un à l'autre bout, c'est étrange. Oh là là, ça m'énerve. Rappelez plus tard. Je suis dans le placard. Je voudrais que tu reviennes, que mes envies soient les tiennes, que tu boives mon café crème, que l'on s'appelle roi et reine. Je sais pas comment te dire, comme une envie de réécrire les classiques et les j'aime lire, de casser ma tirelire. J'essaie bien de t'oublier, mais tu restes là gravé. Dans le cœur un trou, une plaie, 2000 fleurs, un bouquet. Que l'on rabatte les persiennes, t'enlever ton pull en laine. Je voudrais que tu me prennes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Allô, Simon ? C'est qui ? C'est toi ? C'est qui ? Rappelez plus tard. Romain ?
d'écouter Allo d'Avas Verden sur l'antenne de Radio J. C'est un plaisir de vous découvrir pour ce premier EP. De quoi parle-t-il et quel est votre univers artistique ? Alors c'est un EP qui pose beaucoup de questions. Chaque chanson est une question et je pense que j'ai réussi à réunir en fait toutes ces chansons autour de... Je crois que c'était pour moi une manière de grandir en fait. Il y a la question de la relation qui marche pas, il y a la question de la finitude. Enfin, je pose beaucoup de questions et mon univers, moi j'ai une formation de comédienne, donc j'ai commencé la musique par la scène et j'ai essayé de me rapprocher de plus en plus de la musique, tout en gardant ce côté théâtral qui est très important pour moi. C'est ça, il est dit que votre EP se décline comme un voyage avec étapes en terre de soi, de moi, c'est ce que vous dites, je trouve ça très joli. Truffé de questions, où est passé notre amour, que devient le corps, allô, c'est qui ? Cet album, c'est l'aboutissement et l'accouchement de plusieurs années de concerts aussi, de rencontres avec un public et de gens en live. Absolument. Oui, j'ai construit l'idée de ce solo musical il y a quelques années déjà. Donc, comme je le disais, c'est né pour un théâtre. C'était le théâtre de l'Étoile du Nord à Paris à l'époque. On m'a proposé une date et en un mois, on a créé une sorte de concert-spectacle dans lequel j'utilise beaucoup les costumes que je détourne, qui me permettent de répondre ou d'ouvrir sur toutes ces questions finalement que j'ai posé, que je me suis posée à moi-même sur toutes ces années, sur qui je suis en fait, qui j'ai envie d'être, des constructions aussi de la question du corps, de la féminité, avec des personnages féminins qui reviennent. 6 titres, 6 univers très différents pour avoir écouté l'EP. Est-ce que vous avez été accompagnée ? Est-ce que vous êtes indépendante, en solo ? Comment vous avez créé ces musiques par la suite ? Alors j'ai créé avec 2 musiciens différents. Sur l'EP avec un musicien qui s'appelle Thibaut Lalanne, qui est également compositeur, réalisateur, ingénieur du son. Et en fait, j'arrive toujours avec un texte que j'ai écrit, une base musicale, des idées. Et ensuite, je lui propose et lui rebondit. Et ensuite, on se fait une sorte de ping-pong créatif. On va écouter un peu les cloches. On nous fait des galoches et du velours. Je veux te faire un mioche et l'est toujours. 5, looking for something. 9, 13, walking. 5, how about 9, this long 13. Je ne veux plus de crosse. Voilà, un univers encore une fois très différent, mystique, comparativement au premier titre, très pop acidulé, entre guillemets, que nous avons écouté il y a un instant. Donc, divers univers, on va écouter Circé dans un instant que j'ai aussi beaucoup aimé. Et dans votre communiqué de presse, il y a une phrase que j'ai aussi trouvée très intéressante, c'est « Pourquoi choisir quand on ose assez d'imagination pour se jouer des codes au shaker ?» jusqu'à en extraire un décorum live singulier où auraient pu se rencontrer Catherine Ringer, Nina Hagen, Bonnie Banane, Björk et Tim Burton. Est-ce que c'est votre univers, ça ? Vous le définiriez comme ça ? Oui, parce que moi, ce que j'aime, justement, c'est pas me cantonner à quelque chose. Et donc, autant, justement, je joue au théâtre, je fais des concerts. Vous avez aussi participé à un groupe ? J'ai eu un groupe de rock avant et j'ai un collectif avec des auteurs, autrices. On travaille sur des performances. Et donc, au même titre, tous mes morceaux, j'ai eu envie d'explorer plein de choses différentes. Et quand on me dit fonce dans un style, j'ai pas très envie. Parce que je trouve que on est si complexe. Moi, je vous donne raison à fond. Je pense que Véronique Jeunesse est assez d'accord avec ça. Les codes.
sont assez insupportables. Donc, et puis l'idée de, quand on est une femme, de pouvoir se réinventer à diverses périodes de sa vie, c'est aussi toute notre richesse. Enfin, je me permets. Vous étiez le 3 Baudets, le 6 décembre, au 3 Baudets, le 6 décembre dernier. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce que vous parlez de groove, de théâtre, de musique. On a très envie de vous visualiser dans tout ça. Où est-ce qu'on peut potentiellement vous voir? Alors, Havas Verden. Musique, je suis en train de monter une tournée printemps-été prochain. Il y aura des dates bientôt. Et en revanche, je joue au théâtre en ce moment. Je serai dans un spectacle qui s'appelle Juste une mise au point à Bayeux en janvier, le 12 janvier et 14 mars. Qui parle de quoi? À Fontenay-sous-Bois. Alors, c'est sur la place des aidants face aux maladies mentales et au handicap. Et c'est un spectacle que j'aime énormément, de Lucie Hanois, qui est marionnettiste aussi. Donc voilà. Donc vous serez sur scène? Absolument. On vous verra sur scène pour ce spectacle-là. Ouais. Éventuellement d'autres dates à nous donner? Oui, 4 et 5 avril à la Villette pour un nouveau spectacle qui s'appelle Il est 16h du matin, que je crée avec un collectif d'artistes et auteuristes contemporains. Sur la question de la fête, pardon. 16h du mat, j'ai des frissons. Voilà, il y a toujours un lien avec la chanson populaire. Hélène Kuttner a noté tout ça. On sera peut-être le plaisir de venir vous voir pour faire une chronique et pour parler des pièces dans lesquelles vous jouez. Havas Verden, en attendant, on vient vous retrouver sur YouTube pour regarder le clip de Halo que nous avons écouté. On va écouter Circé. Sur Instagram, c'est Havas, avas.verden, V-E-R-D-E-N. Et pour Facebook, c'est Havas Verden également. C'était un plaisir de vous découvrir et c'est un bonheur de vous avoir sur l'antenne de Radio G. On écoute Circé. Merci beaucoup. Merci à vous. La reine étendue dans son lit se fait porter jusqu'à l'oubli. Ses paupières lourdes de silence, tout son corps nu bat la cadence. D'une main sa meuf trace le contour de ses conquêtes et de ses jours. Elle a avalé le poison. Elle rêve de quitter sa prison. Circé a l'air de t'envoûter. Avale les omoplates de ton omoplate d'or. Le rouge de tes paumes. 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 Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Alors je ne sais pas, Véronique, si vous vous en souvenez, mais dans cette émission, on a une règle à la fin qui est comme toujours de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Ouais. Et donc Nathalie Dedrieux ne va pas donner les infos, mais faire un portrait de vous en fonction de ce qu'on s'est dit pendant 7h30 sur l'antenne de Radio J. Bonjour Nathalie. Elle a écrit vachement vite. Bravo. Bonjour Cyrielle, bonjour Véronique Geneste. En effet, vous nous avez partagé de multiples choses. Donc j'ai pris des notes et j'ai été attentive. Je vous ai aussi observé et écouté. Et je vais vous refléter un petit peu ce qui s'est détaché, ce que j'ai pu retenir de ce que vous avez bien voulu nous partager de vous. Alors il y a d'ores et déjà une posture de corps très posée, très tranquille, comme si vous maîtrisiez votre gestuelle. En même temps, vous êtes comédienne, vous utilisez votre voix, vos émotions, votre corps. Et on sent ça. Là. Et c'est ce que je disais, voilà, il y a des petits gestes qui vous trahissent peut-être au niveau du stress et en même temps qui témoignent d'une vraie concentration, comme si vous étiez impliqué à dire avec attention et répondre aux questions avec beaucoup de précision et d'implication. Alors ça sent voilà une vraie présence, une vraie qualité de présence. Je dirais qu'à rien qu'au travers de ce que j'ai pu voir de votre corps, je vous ai senti entière.
soit je le fais, soit je le fais pas. Voilà. Quelque chose de juste. Si j'y suis, c'est que je le fais complètement. Cette intégrité de corps, elle a pu aussi se ressentir dans votre témoignage, dans vos émotions, souvent aussi à fleur de peau, votre franc-parler. On sent que vous êtes une personnalité curieuse. Voilà, cette interview, elle part dans tous les sens. On a pu parcourir plein de sujets. Alors évidemment, vous commencez par nous partager votre enfance, qui à la fois est un paradoxe d'une enfance belle et houleuse, peut-être avec un climat de parents qui partagent de l'harmonie et de la disharmonie. Et donc c'est peut-être pour ça qu'en résonance à ça, j'ai pu sentir que la communication était importante. Et peut-être dans la longévité de votre couple, vous nous dites qu'il faut bien savoir s'engueuler. Je me suis dit que ça pouvait être effectivement un fil rouge de ces parents qui peut-être pouvaient rencontrer des frictions et des conflits. Ça, c'est un héritage aussi direct du positivisme, du rire et de la famille. Ces 3 mots que vous nous avez partagés en début d'émission pouvant vous caractériser. Il y a effectivement quelque chose comme ça qui est un fil rouge, c'est l'humour. L'humour, je dirais comme pirouette, parfois pour se dérober. Et le grand paradoxe, c'est que dans cette dualité, vous décidez de faire face et d'être totalement là, assez authentique. Et vous jonglez avec ces 2 postures. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Alors vous nous dites que très tôt vous rencontrez un sentiment d'abandon, peut-être même d'injustice, et que ça vous amène avec le décès de votre père assez jeune à chercher en soi comment aller vers le bonheur. Je dirais que vous profitez de saisir l'instant pour faire quelque chose de constructif et de positif, histoire de peut-être se construire non pas seulement dans le manque qui n'est pas réalisé dès le départ, mais un peu plus tard en grandissant, mais se construire avec l'imaginaire fertile, la créativité, la complicité peut-être de votre frère Olivier, si je ne me trompe pas. Et comme une vocation qui naît comme ça, vous êtes pareil avec cette dualité de l'autorisation que vous vous donnez d'aller vers ça parce que c'est votre élan, votre instinct, et en même temps le refus des parents, non, tu feras pas comédienne. Donc il y a encore quelque chose dans la dualité, entre le noir et le blanc. J'ai pu sentir ça beaucoup chez vous. Alors, c'est comme si tout se mettait en place, au bon endroit, au bon moment. À la fois une bonne dose d'insouciance, c'est ça, une bonne dose d'insouciance et d'audace, qui fait que, au gré des rencontres et des multiples petits boulots, tel un véritable couteau suisse que vous êtes, vous vous incrustez comme maquilleuse, comme figurante. Et là, c'est le jeu des rencontres qui apparaît avec Jérôme Moustaki. Et vous apprenez le métier sur le terrain. Et finalement, on vous voit. C'est le hasard, la coïncidence, le destin, mettez le mot que vous voulez, mais c'est ça. Mark Twain disait que la coïncidence est un événement qui attend l'heure. C'est joliment dit. C'est joliment dit, on s'en souviendra. Alors il y a aussi ce rôle de Marie, cette ressemblance avec votre mère, et vous puisez dans ce qui est votre terreau personnel pour pouvoir construire un personnage encore plus vivant. C'est aussi votre 2e prénom. Donc encore une synchronicité, Marie. Si vous... J'ai aussi Raymond. My name is Monde, Raymond. Et finalement, vous avez la faculté de vous servir de ce qui est dans votre vie réelle pour pouvoir la mettre au service de votre scène, de votre énergie de vie. Parce que c'est beaucoup venu, cette énergie pétillante, cette qualité de curiosité, d'observatrice, qui sait tout de suite ce qui ne lui va pas, et qui, j'ai l'impression, quand Cyrielle vous a posé la question, qu'est-ce que vous ne feriez pas par peur d'être jugé ? Il y a une part de vous qui, bien sûr, est dans l'image de ce que l'on veut donner, le désir de plaire, mais quelque part est assez affranchie, et assez émancipée, qui ne se censure pas. J'ai pu sentir ça de vous. Ouais. Et je suis une fan de l'autodérision, surtout. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, c'est pas grave. Il y a un peu quelque chose comme ça. Alors, évidemment, le partage, la justice sont des valeurs que l'on rencontre, la transmission, la famille. Et moi, j'ai la sensation aujourd'hui d'avoir une personnalité déterminée qui suit son élan, créateur, dirais-je,
réajusteur à chaque instant qui donne le meilleur de soi, surtout si ça résonne et ça vibre au niveau du cœur. Merci beaucoup Véronique Jemez. Merci, dis donc, je vais revenir tous les jours. Vous êtes bienvenue. Merci beaucoup Nathalie Dedrieux, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. D'accord, j'ai été espionnée alors. Le corps et l'esprit, c'est ça. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.